Margaret Thatcher pensait qu'il n'y avait pas d'alternative au capitalisme et à l'économie libérale. L'invité du Grand Angle est convaincu du contraire et fait 200 propositions pour changer le monde. Bonjour Olivier Bonfons. Bonjour Xavier. Alors vous êtes économiste, vous publiez aux éditions du Cerisier un livre manifeste, un livre de rupture on peut dire, un livre d'engagement, de propositions pour changer les mécanismes de l'économie mondiale, pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Alors c'est un programme ambitieux que vous résumez par ce titre, il faut tuer Tina. Qui est Tina pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas ? Alors Tina, c'est pas une personne, c'est une expression qui au départ a été prononcée pour la première fois par Margaret Thatcher, puis ensuite par Ronald Reagan, et puis qui a été prononcée par de nombreux dirigeants depuis les années 80. Qui sont les deux représentants les plus connus du néolibéralisme. Du néolibéralisme, exactement, et qui cherchent à faire passer le fait que le néolibéralisme est un horizon indépassable, qu'il faut privatiser, qu'il faut libéraliser, permettre aux capitaux de circuler librement sur la planète, et qu'il n'y a pas d'autre solution à cela. Contrairement à Margaret Thatcher, vous pensez qu'on peut changer le monde et vous faites 200 propositions, souvent très concrètes. Alors on ne va pas les passer toutes en revue, mais quelles sont les plus importantes pour vous? Par exemple, vous évoquez longuement, et je pense qu'elle est très importante, la question des dettes. Les dettes des dettes publiques, qu'elles soient d'ailleurs des pays du Nord ou des pays du Sud. Et vous dites que ces dettes sont souvent illégitimes, parfois même illégales, voire odieuses, et toujours avec des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Expliquez-nous le problème de la dette. La question de la dette est une question centrale. D'ailleurs, on le voit partout en Europe maintenant. C'est au nom du remboursement de la dette qu'on applique des politiques d'austérité qui donnent des résultats absolument désastreux à tous les niveaux. Et donc, il faut absolument s'y intéresser. Et c'est vrai qu'il y a un discours qui dit la dette, il faut absolument la payer. En fait, quand on s'intéresse à cette question, on se rend compte que énormément de pays ont suspendu, par exemple, le paiement de la dette. Et ça a donné des résultats plutôt positif. Donc on croit que, par exemple, quand on parlait de la Grèce en 2015, que si elle avait fait une suspension de paiement, ça aurait été catastrophique, etc. Il y a toujours cette idée de catastrophe après une suspension. Or, toute une série d'économistes de la Banque interaméricaine de développement, du FMI, etc., ont analysé et ils ont montré que, par exemple, ces 50 dernières années, il y a eu plus de 170 suspensions de paiement et qu'en réalité, les pays qui ont suspendu le paiement s'en sortaient mieux que ceux qui ne suspendaient pas. Et donc voilà, par exemple, la question de la suspension est une chose, et puis la question de l'annulation des dettes illégales, odieuses, illégitimes. Il y a toute une série de pays qui ont mis en place des audits de la dette à différents niveaux et qui systématiquement ont montré que toute une série de dettes avaient été contractées de manière irrégulière, frauduleuse, illégale, qui violaient le droit international, la Constitution, etc. Et donc toutes ces dettes-là peuvent être annulées. Et je donne aussi un exemple très concret dans le bouquin, comme l'Équateur, par exemple, qui, via un audit et une suspension, a réussi à imposer une réduction très forte de sa dette aux créanciers. Alors vos propositions, elles touchent, on vient de le voir, la finance, les paradis fiscaux, la spéculation, on va en reparler peut-être aussi, les inégalités, les droits sociaux, la santé, le logement, la culture, c'est vraiment tout le spectre de l'économie et du droit social. Comment vous est venue l'idée de faire un livre comme celui-là et à qui s'adresse-t-il en priorité ? L'idée, elle est venue un peu d'un constat et d'une frustration. J'ai eu la chance, quand je travaillais au comité pour l'abolition des dettes illégitimes, de participer au grand mouvement altermondialiste, celui qui veut un autre monde. Et donc, j'ai participé à beaucoup de conférences, de débats, etc. Et j'ai vu une chose. On apprend beaucoup de choses, mais souvent, on passe 80-90% du temps à analyser le système, à comprendre les causes de la crise, les conséquences sociales, etc. Et à la fin, quand il reste un tout petit peu de temps, mais on dit « il faut penser aux alternatives ». Et on entend souvent des gens qui disent « vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement ?» Et donc c'est vraiment de cette idée-là que je suis parti pour, du début à la fin du bouquin, essayer vraiment de montrer qu'il y a énormément d'alternatives qui sont simples, cohérentes, crédibles et qui pourraient être immédiatement mises en œuvre s'il y avait un peu de volonté politique. Et donc c'est à partir de cette idée-là. Et alors à qui s'adresse-t-il ? Je pense qu'il s'adresse à différents publics, mais avec toute l'équipe qui m'a aidé à construire ce livre, il y en a une quarantaine qui ont travaillé des centaines d'heures. Ça vous a pris 7 ans, je crois, de faire ce livre. Oui, si j'avais su quand je l'ai commencé qu'il me faudrait autant de temps, je ne sais pas si je me serais lancé là-dedans, mais on a réussi, notamment parce que beaucoup de personnes m'ont toujours dit que c'était un beau projet. Et donc toutes ces personnes-là, on a essayé vraiment de faire un gros travail de pédagogie pour que, disons, un jeune de 17-18 ans qui trouve qu'il vit dans un monde injuste, aberrant, stupide, il puisse ouvrir le livre et tout comprendre. Et on a aussi essayé, alors la deuxième chose, c'est vraiment que ce soit un outil
très utile et très pédagogique parce qu'effectivement, il y a clair et pas compliqué. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Si par exemple c'est la finance, vous prenez le chapitre 8 sur la finance et vous avez tout de suite à la première page toutes les propositions qui sont développées. Ouais. Et donc à la fin du livre, vous avez les 200 propositions qui sont Exactement. rappelées. Donc c'est vraiment un bouquin qu'on peut aller rechercher régulièrement pour le connecter à l'actualité. Il y a quelque chose aussi, un concept qui est très très souvent utilisé quand on parle de l'économie aujourd'hui, c'est la croissance. On doit toujours faire plus de croissance. On a ces sacro-saints chiffres du PIB, du produit intérieur brut, qui tombent chaque année. Et vous dites en fait, la croissance, il faut rompre avec ces objectifs de croissance. Ben oui, je pense qu'on ne définit pas le bien-être d'un pays et d'une nation par la richesse supplémentaire qu'elle a produit l'année d'avant. Quand on rentre en économie, comme moi à l'université à 17 ans, la première chose qu'on sait, c'est que la croissance est une chose, mais surtout, d'où vient-elle? Comment est-ce qu'on la répartit? Ce sont des questions fondamentales. Et par exemple, si on parle de l'Afrique ou des pays du Sud, on se rend compte qu'il y a des pays, par exemple, qui ont connu une croissance économique très forte, de l'ordre de 10-20% pendant des années, et avec une augmentation des inégalités et de la pauvreté. Donc, et je ne pense pas qu'il faut absolument réfléchir à décroître, mais la croissance ne doit plus être l'objectif prioritaire. Il faut se demander comment est-ce qu'on réduit les inégalités, comment on construit la justice sociale, et s'il y a de la croissance économique, très bien. S'il n'y en a pas, très bien aussi. Donc on doit vraiment arrêter de rompre avec ce mythe de la croissance économique qui va résoudre tous les problèmes. Si elle devait résoudre tous les problèmes, on le saurait. D'ailleurs, beaucoup d'économistes le montrent aussi, c'est qu'elle aggrave les problèmes au niveau écologique, climatique, etc. Pendant 30-40 ans, les inégalités se sont réduites dans le monde. Il y a eu effectivement une croissance qui a été relativement mieux partagée, disons entre les années 50 jusqu'aux années 90, on peut dire. Depuis une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, à nouveau, les inégalités recommencent à croître. Comment vous expliquez ce phénomène ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a la question du néolibéralisme qui a repris de la vigueur, alors qu'après la crise de 2008, il y a eu tout un discours de la part des dirigeants, Nicolas Sarkozy et les autres, qui ont dit le capitalisme sauvage, c'est fini, la spéculation, c'est fini, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Les paradis fiscaux, c'est fini. Voilà, et en fait, on se rend compte qu'on a un peu utilisé la stratégie du choc de Naomi Klein, qui dit qu'en fait, plutôt que les crises servent à remettre en cause le modèle, on les utilise pour encore aggraver. Et donc, on le voit aujourd'hui, les banques continuent de spéculer, il y a de plus en plus d'activités nocives pour l'humanité, et les derniers chiffres d'Oxfam le montrent, les chiffres sont absolument scandaleux, aberrants sur les inégalités. Le 1% possède plus que les 99% restants de la planète, etc. Mais est-ce que le libre-échange n'est pas plus efficace que le protectionnisme ? Alors, certainement pas. Le libre-échange, il a détruit des centaines de millions d'emplois. Vous faites aussi l'avocat du diable dans votre livre. Parfois, vous posez des questions comme celle-là. Bien sûr. Et donc, la question du protectionnisme, encore faut-il voir de quel protectionnisme parle-t-on? Comment est-ce qu'on l'aborde? Parce que si on dit il faut sortir du libre-échange et revenir au protectionnisme, déjà, la question est mal posée. Parce qu'en fait, du protectionnisme à différents niveaux, il y en a toujours. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a toute une série d'accords bilatéraux entre les pays qui visent systématiquement à supprimer toute une série de tarifs douaniers. Donc, ils existent encore aujourd'hui. Et donc, la question, c'est quel type de protectionnisme? Et donc, je mets en évidence, par exemple, une série de mesures avec un protectionnisme solidaire, etc. Mais il faut aussi faire le bilan du libre-échange. Le bilan du libre-échange sert avant tout les grandes entreprises multinationales qui arrivent à déverser leurs produits dans les pays du Sud et détruire des centaines de millions d'emplois, alors que c'est vrai, il y a toujours un discours qui dit le libre-échange va créer de la croissance de l'emploi, etc. Et quand on fait le bilan quelques années après de ces accords, en général, ils sont tout à fait négatifs. Olivier Bonfons, comment est-ce qu'on doit vous qualifier? Vous êtes un révolutionnaire, un altermondialiste, un socialiste radical? Mais je suis les trois, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot révolution. Il y a notamment une proposition dans le bouquin qui dit accepter avec simplicité la nécessité d'une révolution. Parce que si on analyse correctement le système, et notre système aujourd'hui c'est le système capitaliste, et qu'on pose le constat qu'un système basé sur le profit, l'égoïsme, l'individualisme, la compétition, la concurrence n'est pas capable de résoudre les grands défis sociaux, environnementaux, climatiques de nos sociétés, alors il faut avoir un autre système. Et si on accepte ce constat-là, en fait, on est révolutionnaire. Ouais. Je crois qu'en France, en Belgique, il y a énormément de révolutionnaires qui s'ignorent. Bien sûr, je suis aussi un altermondialiste. Vous avez l'impression qu'on est à l'aube d'une révolution ? Ça, je ne suis pas devin, on ne peut pas prévoir l'histoire, mais ce qu'on voit, il y a une phrase d'un grand penseur italien, Antonio Gramsci, qui dit « Le nouveau monde se meurt,
l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tardera à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors ça, tout le monde les voit, les monstres. C'est Trump, pour certains, c'est aussi Emmanuel Macron, c'est la xénophobie, c'est le racisme qui monte, etc. Mais en fait, je pense que cette phrase n'est pas finie. Les monstres surgissent, mais les alternatives aussi. Et on peut voir dans beaucoup de pays, il y a énormément de choses très intéressantes qui se passent, et il y a des millions et des millions de personnes qui disent il faut stopper ce néolibéralisme. Si on prend par exemple les États-Unis, l'antre du capitalisme, n'oublions pas que s'il y a Trump, il y a aussi Bernie Sanders qui a fait une magnifique campagne et qui a eu plus de 15 millions de citoyens américains qui ont voté pour la mise au pas de Wall Street, une sécurité sociale universelle, un salaire minimum à $15 de l'heure partout sur le territoire. Et donc, il y a des millions de gens qui non seulement revendiquent un changement profond de société pour rompre avec le néolibéralisme, et puis aussi, il y a des choses concrètes qui se passent très intéressantes aujourd'hui même sur la planète. Et d'ailleurs, en parallèle avec ce bouquin, on a créé un site qui s'appelle ilfauttuertina.net où on met en évidence toutes les victoires sociales, écologiques, politiques et culturelles qui surgissent sur la planète. Quand on l'a commencé, on se disait dans le monde fou dans lequel on vit, peut-être qu'une bonne nouvelle par mois ce serait déjà bien. Et en fait, on publie quasiment une victoire tous les 2 jours. Et cette révolution, cette lutte, elle se fera au quotidien, d'un point de vue local, régional et international, c'est ça? Je pense que c'est un problème de vouloir séparer les trois. Je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est l'objet du dernier chapitre, c'est et moi dans tout ça, on essaye vraiment de répondre à qu'est-ce que je peux faire pour participer à la transformation du monde. Et je pense qu'il faut effectivement pas du tout isoler les combats. On doit d'abord effectivement réfléchir sur nous-mêmes, comment on se comporte avec les autres, comment on consomme, etc. Et puis alors intégrer des initiatives locales, comme par exemple en Belgique, il y a une initiative très intéressante en soutien aux migrants, etc. Il y a toute une série de choses très positives, mais ça n'empêche pas qu'il faut absolument avoir en compte qu'il y a des mécanismes globaux qui sont en marche, et que si on ne revendique pas un changement profond pour que les pouvoirs publics changent, eh bien alors on n'y arrivera pas. Et pour les comprendre, ces mécanismes, je renvoie à votre livre « Il faut tuer Tina, 200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde ». Merci beaucoup Olivier Bonfons. Merci d'être venu nous donner envie de lire ce livre dans le 64 minutes. Merci.